Bien, Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, ma présence ce matin à l'ouverture de ce colloque consacré aux enlèvements parentaux me permet de saluer la qualité de l'action remarquable qui est conduite par le CFPE Enfants Disparus depuis plusieurs années, de nombreuses années, et une action que vous avez rappelée et qui me tient particulièrement à cœur, notamment en ce qui concerne les disparitions inquiétantes et la question des fugues aussi, des enfants en fugue, quand on voit qu'un nombre important, une majorité de ces fugues concernent des enfants relevant de la protection de l'enfance. Et je pense que c'est un sujet à venir sur lequel il faudra que les instances, et notamment la nouvelle instance qui vient de se mettre en place sous l'égide de Madame Rossignol, le Conseil national de protection de l'enfance, s'intéresse à ces questions. En tout cas, ma présence témoigne de l'intérêt que je porte et que porte d'une manière générale le défenseur des droits à votre action et aux problématiques que vous avez à traiter. Alors, pour introduire cette journée, il m'a semblé intéressant de vous présenter une situation concrète d'enlèvement parental pour laquelle nous avons été saisis. L'un de ces faits vrais que nous sommes amenés à connaître en tant qu'institution autorité administrative indépendante et dans le cadre des missions qui nous sont conférées par la loi organique qui a créé le Défenseur des droits en 2011. Car j'insiste sur ce point, c'est une particularité de notre institution de défense, de médiature ou d'ombudsperson ou de défense des droits en France que d'être aussi un mécanisme de recueil de plaintes individuelles. Ce n'est pas le cas partout en Europe, même s'il existe des institutions analogues en Europe et au niveau international, même si effectivement il existe des institutions analogues dans de nombreux pays. Et j'insiste aussi sur le fait que notre atout et notre force, je dirais même, c'est la transversalité de nos missions et de notre action, puisque nous intervenons et nous pouvons intervenir dans les situations avec quatre regards croisés, 4 approches croisées, selon le cas évidemment, et si la situation le nécessite, entre droits des enfants, déontologie de la sécurité, difficulté d'accès aux services publics et lutte contre les discriminations. Et je pense que cette transversalité de fait liée à la constitution du Défenseur des droits en tant qu'institution est un atout pour traiter de manière efficace les situations qui nous sont transmises. Et en l'occurrence, la situation que je vais évoquer a été traitée par 2 pôles différents de l'institution. Le pôle défense des droits des enfants, avec notre spécialiste qui est dans la salle, Laurence Sudry, coordonnatrice au pôle défense des droits des enfants, et également le pôle déontologie de la sécurité, donc qui traite des questions de relations entre forces de l'ordre et usagers et publics. Et donc je crois que c'est vraiment l'intérêt que vous verrez, j'espère que j'arriverai à vous illustrer tout à l'heure. Alors simplement avant de parler de cette situation, notre activité en lien avec les enlèvements parentaux, il faut savoir que sur les quelques 2500 saisines ou réclamations ou plaintes que nous enregistrons sur les droits des enfants, 20% concernent la justice familiale. Et au sein de ces 20% sont pris en compte diverses situations de séparation conflictuelle, avec des sujets liés à la remise en cause des décisions de justice, au non-respect des droits de visite, aux difficultés à maintenir les liens avec les enfants, etc. Et parmi ces situations, les enlèvements parentaux concernent 15 à 20 situations d'enlèvements parentaux internationaux par an. C'est peu, mais effectivement, par définition, nous intervenons en dernier ressort dans des situations qui sont les plus complexes. Nous sommes également saisis, dans une moindre mesure, de soustraction d'enfants sur le territoire national lorsqu'un parent, pourtant titulaire d'une décision de justice lui confiant la résidence habituelle de ses enfants, ne parvient pas à en obtenir l'exécution. Alors, quelles sont les typologies des situations à l'international ? Très rapidement, nous pouvons être saisis de situations dans lesquelles sont exprimées des craintes de départ à l'étranger. Et dans ce cas, notre action est un travail de remise d'informations, de sensibilisation sur les dispositifs existants, et en particulier d'orientation vers le 116 000 enfants disparus. Également, nous pouvons être saisis de situations où le déplacement illicite a déjà eu lieu. C'est la majorité des situations pour lesquelles nous sommes saisis.
Et nous avons un rôle de conseil, d'accompagnement, de conseil pour vérifier que le réclamant a bien actionné tous les recours de manière adaptée, notamment la médiation internationale, enfin éventuellement la procédure pénale. Et puis nous faisons le lien dans un certain nombre de cas avec les autorités en charge du dossier en cas de difficulté, notamment lorsque les parents ne parviennent pas à obtenir l'information, et cela peut se traduire par une intervention auprès des parquets, auprès du ministère de la Justice ou du ministère des Affaires étrangères. Plus rarement, nous pouvons solliciter d'ailleurs le parquet afin qu'une information judiciaire soit ouverte. À la marge, nous sommes également saisis pour des séparations conflictuelles dans des pays étrangers impliquant au moins un ressortissant français et des enfants, même si nos possibilités d'intervention sont restreintes. En particulier, nous pouvons orienter ou saisir nos homologues défenseurs des enfants, notamment européens. Nous faisons partie, et je fais partie du réseau européen des défenseurs des enfants. Et à ce titre, nous avons des relations privilégiées avec mes homologues. En revanche, le bémol, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tous n'ont pas la prérogative d'instruire des situations individuelles. Voilà un petit peu le cadre général de notre intervention. J'en reviens à cette décision que j'évoquais tout à l'heure, cette situation qui fait suite à une saisine individuelle qui nous a été adressée donc en 2015 et qui a donné lieu à une décision cadre que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre site, puisque toutes nos décisions figurent sur notre site. Cette situation et par suite la décision générale qui a été prise a permis d'aborder plusieurs points de blocage que nous retrouvons de manière récurrente dans les situations qui nous sont adressées, qui nous sont soumises. Premier point de blocage, c'est l'absence d'informations sur les dispositions existantes pour prévenir un départ à l'étranger. Deuxième point de blocage, la question du refus de plainte pour soustraction en l'absence d'une décision de justice. Troisième point de blocage récurrent, c'est la méconnaissance des acteurs institutionnels sur les modalités de l'autorité parentale et les recours à envisager en cas de déplacement illicite. Donc ce dossier, cette situation, donc, comme je le disais il y a un instant, a été traitée à la fois sous l'angle droit des enfants et sous l'angle déontologie de la sécurité. De quoi s'agissait-il ? En fait, nous avons été saisis par le père. Donc, sachant que monsieur et madame s'étaient mariés en avril 2011, que 2 enfants étaient nés de cette union, âgés donc de 2 et 4 ans au moment de la saisine, que 2 ans plus tard, ils s'étaient séparés de fait, et madame était repartie vivre et travailler au Maroc avec une organisation à l'amiable entre les parents pendant plusieurs mois pour que les enfants aient des liens avec leurs 2 parents. Mais à partir donc ils étaient séparés de fait depuis juillet 2013, et à partir de décembre 2013, ils résidaient de manière constante et habituelle chez leur père en France. Le divorce avait été évoqué, mais aucune décision n'avait été rendue par le juge aux affaires familiales. Pratiquement un an plus tard, la mère s'est présentée au domicile du père, donc où se trouvaient les enfants, et les échanges concernant les enfants auraient été vifs, puisque madame déposait plainte 10 jours après contre son mari, en indiquant qu'il l'avait menacé avec une hache lors de cette rencontre. Elle a également à l'époque évoqué, quand elle a porté plainte à la gendarmerie, elle a évoqué à ce moment-là le fait qu'elle vivait au Maroc et qu'elle souhaitait récupérer les enfants, et a sollicité une rencontre avec une assistante sociale. Le lendemain, elle s'est à nouveau présentée au domicile de monsieur, et la gendarmerie a été contactée pour intervenir compte tenu du conflit existant et des risques de danger, notamment pour les enfants. Déplacement des gendarmes, et à la suite d'échanges entre les gendarmes et les parents, le père a remis les enfants à leur mère avec le livret de famille, les passeports, le carnet de santé des enfants et des valises contenant leurs affaires personnelles. Le lendemain, donc tout ça s'est passé dans un délai très court, le père a contacté par téléphone la gendarmerie en s'inquiétant d'un risque de déplacement à l'étranger des enfants, donc après coup, en raison de la remise des passeports, et demandé une interdiction de sortie de territoire. Aucune suite n'a été réservée à sa requête, et il a
contacté alors la cellule de recueil des informations préoccupantes pour signaler sa crainte d'un départ des enfants à l'étranger. Il a été entendu par la gendarmerie dans le cadre du dépôt de plainte par sa femme, et il a renouvelé ses craintes de départ des enfants à l'étranger. Dans les différentes, je vous passe les détails, mais vous voyez que c'est quand même passé dans un délai très bref, mais avec différents aspects que je pense vous retrouvez régulièrement dans les situations que vous traitez. Par ailleurs, la mère il s'est à nouveau présenté à la gendarmerie. Il lui a été dit que la mère des enfants avait les mêmes droits que lui et qu'elle pouvait partir avec les enfants. Dans le même temps, la mère des enfants a été reçue par l'assistante sociale. Et en fait, il a eu confirmation quelque temps après que sa femme et ses enfants étaient partis au Maroc. Donc monsieur nous a saisis en dénonçant l'absence de prise en compte par la gendarmerie de ses craintes concernant le déplacement illicite de ses 2 fils au Maroc et remettant en cause l'intervention des services sociaux, de l'assistante sociale qui avait agi dans le cadre de la cellule de recueil des informations préoccupantes et celle de la gendarmerie à son domicile en indiquant qu'il considérait que ces deux institutions auraient facilité leur départ. Donc à partir de cette situation, nous avons bien sûr, comme d'habitude, instruit la demande, c'est-à-dire en conduisant des investigations et en demandant donc leurs observations à la fois au conseil départemental, au parquet et à la gendarmerie. Et nous avons également conduit des auditions. Nous avons la possibilité, la faculté, le pouvoir de conduire des auditions auprès des services mis en cause. À la suite de ces investigations et du travail d'enquête que nous avons conduit, nous avons été amenés à élaborer des recommandations à titre général. En particulier, dans ces recommandations, nous avons pointé la nécessité de sensibiliser tous les intervenants sur le dispositif d'opposition à la sortie du territoire et diffuser une fiche pratique que nous avons annexée à la présente convention. Alors cette fiche pratique, c'est une fiche qui reprend à la fois la question de la prévention des risques de déplacement illicite entre opposition à la sortie de territoire et interdiction de sortie du territoire. Elle indique quelles sont les démarches à suivre et les recours pour les parents qui sont concernés par ces situations. Elle invite à prendre contact avec les autorités d'appui. Elle donne un certain nombre de numéros de téléphone et de coordonnées, bien sûr, dans 116 000 enfants disparus. Elle fait aussi un point sur le dépôt de plainte. Nous avons également été amenés à faire, dans cette recommandation à titre général, un rappel auprès des professionnels des droits liés à l'autorité parentale et de l'infraction de soustraction d'enfants, mais également un rappel sur les droits de l'enfant à maintenir des relations avec chacun de ses parents. Également, rappel à la vigilance sur le contexte transfrontalier de la séparation d'un couple encore marié lorsque le départ des enfants est évoqué. Et également l'amélioration des pratiques de circulation des informations entre la brigade et le parquet et l'amélioration du partage d'informations entre le parquet de permanence et le substitut dédié aux violences intrafamiliales. Suite à cette décision que nous avons adressée aux différentes autorités impliquées, le garde des Sceaux nous a indiqué que ces services travaillaient à la rédaction d'un guide pratique sur les aspects civils et pénaux des déplacements illicites d'enfants et qu'il y intégrerait la question des interdictions ou oppositions à la sortie du territoire, ainsi que des précisions sur l'article 227.7 du Code pénal. Par ailleurs, le conseil départemental a informé le défenseur des droits qu'il avait conduit une action de sensibilisation auprès de ses travailleurs sociaux. Le procureur de la République a également rappelé aux magistrats du parquet les éléments constitutifs de l'infraction visée donc à l'article 227.7 du Code pénal. Et enfin, le président du Conseil national des barreaux a informé le défenseur des droits qu'il allait diffuser la décision aux 2 commissions compétentes en son sein. Donc des suites ont été apportées à cette décision d'une manière générale, même si s'agissant de la situation individuelle, les enfants sont aujourd'hui toujours au Maroc et les parents sont toujours en conflit intense, notamment sur tout ce qui concerne la vie quotidienne de leur enfant. Le dernier contact pris par le monsieur, par le père, concernait, avec nos services, concernait les difficultés importantes liées au choix de l'établissement scolaire des enfants. On remarquera que je n'ai pas parlé des enfants de tout le temps où je vous ai parlé des faits.
ce qui est à mon avis, et rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur important, et rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'étude européenne, sur les impacts sur les enfants de toutes ces situations qui me semblent effectivement nécessiter une grande attention et un travail véritable à part entière. Donc pourquoi vous parlez de cette situation? Parce que d'abord c'est une situation réelle, concrète, que nous avons traitée. Ça me permet de vous expliquer comment nous travaillons, à la fois en termes de recueil d'informations auprès des mises en cause et d'audition, et aussi en termes de recommandations générales, d'insister sur la question, vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, de l'information et de la formation qui reste indispensable aujourd'hui auprès des professionnels, quels qu'ils soient, et en particulier, vous évoquiez les professionnels de la police, de la gendarmerie, mais aussi les professionnels, les avocats, enfin l'ensemble des professionnels concernés et les professionnels du secteur social. C'est important, effectivement, et notre décision, je pense, présente cet intérêt que de rappeler un certain nombre de dispositions qui, visiblement, peinent à entrer dans les actes. Car la question, c'est quand même celle, au-delà des instruments juridiques existants, et au-delà des textes existants, du cadre juridique existant, de faire le point sur les pratiques. C'est vraiment l'objectif de votre journée. Et je le salue parce que je pense que c'est vraiment important de s'intéresser, de regarder, d'examiner l'effectivité de l'application et la mise en œuvre de ces instruments juridiques. De même que la question de la place de l'enfant au centre. Et là, j'ai vu que vous alliez consacrer une table ronde à la voix de l'enfant, à la parole de l'enfant, me semble essentiel pour effectivement avancer sur ces questions, notamment en prenant en compte ce à quoi nous invite la Convention internationale de l'enfant, c'est-à-dire prendre en compte de manière primordiale leur intérêt supérieur, qui souvent n'est pas pris en compte dans ces conflits paroxystiques entre adultes. Donc, sensibilisation, information, formation, regard sur les pratiques, regard sur et intérêt sur primordial accordé à l'enfant. Voilà tout le programme de cette journée. Donc c'est un beau programme. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je ne pourrai pas malheureusement être présente puisque je vais devoir vous quitter parce que je suis appelée à participer dans un instant à une autre journée qui se tient dans un arrondissement proche et qui concerne les enfants dans les conflits armés. Et on n'est pas très loin des disparitions inquiétantes dans un certain nombre de situations. Je pense notamment aux conflits en Syrie et aux conséquences pour les disparitions inquiétantes d'enfants qui sont pris dans ce conflit. Donc je ne serai pas très loin de vous quand même si je ne suis pas là toute la journée. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, madame.